Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Moi, je crois qu'il faut se prendre en main. C'est-à-dire arrêter d'être réactif, d'attendre qu'il se passe quelque chose pour dire « Tiens, comment je vais m'en sortir ?» Non, moi je propose d'anticiper. Bonjour et bienvenue sur ce 4e épisode de Valeurs agitées avec Cécile Bannon. Cécile Bannon, vous le savez aujourd'hui, elle est l'auteure conférencière spécialisée en transition professionnelle et en développement professionnel, notamment à travers les questions de sens au travail. Elle a écrit l'ouvrage « Trouvez le job de vos rêves ». Dans cet épisode, nous évoquons avec Cécile l'état d'esprit qu'il est utile d'adopter pour réussir à croire en son potentiel et le déployer. Cécile nous partage sa propre expérience. Cécile a trouvé les forces en elle pour rebondir à chaque fois que sa vie professionnelle a rencontré des écueils. Tout ceci est un état d'esprit. Ça s'appelle le growth mindset. Je suis sûre que le partage de cette expérience va vous être très utile pour répondre aux questions suivantes. Comment donner du sens à sa vie? Comment trouver sa voie? Comment se détacher des injonctions parentales ou sociétales? Comment rester employable? Comment développer ses compétences? Quel état d'esprit est nécessaire pour évoluer favorablement aujourd'hui dans l'entreprise? Je vous souhaite une très belle écoute. Alors toi, Cécile, quand tu étais salariée, comment tu faisais pour réussir à trouver du sens dans ton travail, notamment dans la première période où tu disais que ça a été difficile, tu ne trouvais pas forcément le sens, mais ça a quand même duré longtemps. Donc comment tu as fait pour tenir, entre guillemets? Moi, bizarrement, en dehors de l'audit, qui est vraiment... j'ai toujours trouvé quelque chose qui me convenait. Et j'ai toujours trouvé les marges de manœuvre. Alors que moi, je travaillais dans une grande entreprise, plutôt de type bureaucratique. Enfin, quand je dis plutôt, c'est tout à fait de type bureaucratique, avec des règles, des règlements, des directives, des circulaires, des choses qu'il fallait appliquer comme ça, pas autrement, tu vois. Tout était bien, bien, bien. Eh bien, j'ai toujours réussi à me garder ma marge de liberté. Et ça, c'est une. Mais quand tu as peut-être ça chevillé au corps et que tu en as vraiment envie et que tu te débrouilles quoi pour trouver. Mais ça, je pense que tous les acteurs dans le monde du travail peuvent, s'ils le veulent, trouver une marge de liberté, une marge de manœuvre, tu vois. Et moi, dans tous les postes que j'ai en dehors de l'audit. Il y avait quelque chose qui était intéressant. À commencer, je bougeais tous les 5 ans. Donc, on peut dire que, OK, chaque fois que j'avais fait le tour d'un poste, je pouvais découvrir autre chose. Et là, ça faisait sens pour moi de dire, tiens, c'est quelque chose de nouveau, c'est dans ma nature, c'est dans mon goût d'aimer découvrir. Donc, j'étais contente. Et puis, dans l'entreprise où j'étais, plus on faisait une mobilité, plus on avait de chances de monter en grade, donc en rémunération. Ben oui, c'était donc j'alliais les deux. Je découvrais un métier nouveau et en plus, j'avais une progression de salaire. Et j'avais l'immense chance que dans l'entreprise où j'étais, il y avait énormément de formations. Énormément, énormément. Tu pouvais demander des formations, c'était toujours oui. Évidemment, si ça restait dans le cadre du travail, mais on te laissait jamais comme ça. Alors, ça pouvait arriver que les premiers mois, tu doives apprendre sur le tas, mais après, la formation arrivait
Et c'était donc quand même très positif, enfin de mon point de vue, hein. Encore une fois, moi je suis une nature optimiste et je vois plutôt le verre à moitié plein, mais voilà. Alors aussi, dans chacun des postes que j'ai tenus, il y avait donc l'apprentissage de quelque chose de nouveau, donc ça c'est important, la capacité à trouver quand même une marge de manœuvre pour faire comme moi je voulais, et puis le souci de bien faire, hein. Et ça, c'est quel que soit le poste que j'ai tenu, y compris dans l'audit, mais ça, c'était vraiment obligatoire, c'était le souci de faire le mieux qu'on peut. Et ça, c'est important pour un individu parce que quand tu fais des efforts, que tu as ce souci de faire bien et que tu vois les résultats, alors tu es content de toi. Et si tu es content de toi, c'est ce qu'on appelle, tu sais, en psychodynamique du travail, on appelle ça la reconnaissance que l'on se donne à soi-même. Ah, purée, j'ai fait de la belle ouvrage, j'ai fait du bon boulot. Eh bien ça nourrit l'estime de soi et ça fait sens de se dire, ben, ce que j'ai fait, j'ai la chance de pouvoir voir les résultats. C'est un peu comme le boulanger. Tu vois, il met sa baguette, il la voit sortir. Oh, elle est toute dorée, elle est croustillante, elle sent bon. Il est fier de ce qu'il a fait. Eh ben, si dans ton quotidien tu arrives à être fier grâce à ce que tu as mis de toi dans le travail, eh ben, ça nourrit, ça te fait plaisir. Et le plaisir, ça fait du bien, quoi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bullshit job, donc tous ces métiers qui peuvent être très, abstraits, où les salariés peuvent parfois perdre le sens de ce qu'ils font puisque, on est sur des organisations de plus en plus grandes, de plus en plus complexes, où, parfois on voit plus trop l'ensemble de la logique globale. Est-ce que justement, cette question de satisfaction de soi est pas, difficile lorsqu'on est sur un métier, très théorique, très abstrait. Elle est même quasiment impossible. Et c'est justement l'une des causes de la souffrance au travail. Et c'est là que je dis que la QVCT, comment elle va répondre à cette cause-là de souffrance au travail. L'une des causes, de mon point de vue, de la souffrance au travail, c'est de ne pas pouvoir faire un travail, de qualité, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas les compétences, On n'a pas le temps. et ça rend malheureux et ça atteint la santé mentale, j'en suis convaincue. La deuxième raison, c'est de se dire ce que tu as dit, le bullshit job, ça sert à quoi ce que je fais? Tu vois? Et il y a des gens, malheureusement, ils font des tableaux Excel en rouge, en vert, en jaune, en bleu, mais en quoi ils contribuent à la fabrication, à la production de l'entreprise en faisant des tableaux en couleur? C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ou quand tu as des process qui sont envahissants, quand tu as des procédures qui sont trop longues, quand tu as des calculs d'indicateurs, quand tout ça te fait perdre de vue en quoi toi, tu contribues à quelque chose d'utile pour ton entreprise. Et là, c'est tout à fait d'accord. Ça, c'est une cause de la souffrance au travail, d'avoir le sentiment de se dire, mais après tout, si j'arrêtais de faire ces tableaux en vert, en rouge, eh ben, l'entreprise tournerait encore. Et là, tu te dis, mais alors ce que je fais, ça sert à quoi? Et là, ça, c'est terrible. Parce que comment veux-tu te reconnaître toi-même, être fier de toi, si tu as le sentiment que tu fais un bullshit job? Bien sûr. Bah, tu te déconsidères toi. Là, c'est le brown out, c'est la perte d'énergie, c'est là tu plonges, c'est évident, évident. Et c'est vrai que les organisations sont de plus en plus grosses et complexes, et il est rare qu'une personne arrive à voir même le résultat de son travail parce qu'en fait, c'est un maillon d'une chaîne qui est beaucoup plus grande et pour lequel des fois on n'a pas la vision globale. C'est parcellisé. Et effectivement, du coup, je pense que ça aussi, ça contribue, enfin le fait d'être dans des grosses structures contribue aussi à la perte de vision globale et donc à la réalisation, enfin à l'identification de ce qu'on a réalisé même collectivement. C'est ça. Et je me dis, à ce moment-là, si on est conscient que ça, c'est une source de souffrance au travail, on pourrait se dire, bon, je n'ai pas le pouvoir
de changer tous les process, de changer toute l'organisation du travail dans l'entreprise, mais comment je pourrais soulager, peut-être avec du soutien. Alors le soutien, on le trouve comment? Ben, on le trouve peut-être dans un esprit d'équipe, dans de l'entraide, dans de la camaraderie, dans une ambiance de travail, dans des choses comme ça. Ouais, c'est ce que je me dis. Je me dis: «Comment on peut soutenir quelqu'un qui est en perdition comme ça, parce qu'il a le sentiment que son job ne sert à rien, quoi?» Comment l'aider? On parle beaucoup d'intelligence collective, de co-développement, de coaching collectif. Tu en penses quoi de tout ça? Alors là, dans un sens, dans le cas dont on a parlé, là, tu sais, la parcellisation du travail ou bien un individu qui passe son temps à calculer des indicateurs, là, l'intelligence collective, ah si, elle pourrait peut-être jouer si collectivement les gens pouvaient se dire, ou bien si quelqu'un disait, bah toi, tu fais un travail qui est répétitif avec un tableau Excel en rouge, en vert, etc. Ben moi, je vais trouver un moyen pour l'automatiser. Là, ça serait un exemple d'intelligence collective et d'une entraide, d'un soutien pour soulager celui qui fait un travail un peu rasoir. Alors après, ce que toi tu vas trouver rasoir ou ce que moi je vais trouver rasoir, peut-être que pour d'autres, ils vont trouver aussi que c'est rassurant, C'est vrai. que c'est structurant, que c'est cadrant Oui, oui. et que au contraire, le fait de faire quelque chose, de répétitif, ça peut être, quelque part, se permettre d'être dans un terrain connu et donc on contrôle. Oui, tout à fait rassurant, hein. Oui, là, on parlait des gens qui sont en souffrance à cause de ça. Ceux qui sont pas en souffrance, bah, bien sûr, tant mieux pour eux, quoi. Oui, oui, oui. Et là, on parlait de voilà, pour ceux qui sont en souffrance, comment les aider? Et comme tu dis, peut-être que de l'intelligence collective peut trouver une solution, peut apporter un soutien. Et oui, là, je suis assez d'accord. Le coaching d'équipe, là, j'y crois peut-être un petit peu moins. C'est peut-être parce que j'ai pas de cas, hein, mais je crois plus, en l'entraide, donc soutien mutuel, la mutualisation, des choses comme ça, j'y crois un peu plus. Alors l'intérêt du coaching collectif dans ce cadre-là, c'est par exemple, de se dire: «On va, travailler sur un objectif commun» et effectivement peut-être ensemble avoir une vision globale du rôle de chacun dans la réalisation de cet objectif collectif. Peut-être, hein. Bon voilà, c'est juste comme ça en passant. Moi je voulais savoir comment toi, tu as réussi à te libérer des injonctions, parce que tout à l'heure tu nous as dit, «J'ai, démarré dans l'audit parce que, finalement je faisais le même travail, que ma famille, que mes parents ou même mes grands-parents», je crois que tu disais. Hem, Comment tu as fait pour te libérer de ces injonctions? Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est que je travaillais, à la Banque de France en tant que comptable. Je faisais de l'analyse financière, mon père était expert comptable. Donc je faisais comme mon père et dans une banque, parce que mon grand-père était directeur de banque. Donc c'est pour ça que je dis, je faisais comme mon père et comme mon grand-père, tout bien. Et je m'en suis libérée justement parce qu'après ce passage, cette mobilité dans l'entreprise qui m'avait fait prendre un poste qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout fait pour moi, où je pleurais tous les jours. Et puis en plus un incident de carrière, c'est là où je me suis dit, bah, j'ai pris conscience que en fait, je n'avais pas écouté moi mes besoins et mes envies. Et lorsque je les ai écoutés, c'était le voyage. Le voyage, c'est un mot qui est trop valise, qui veut dire tout et n'importe quoi. Mais en tirant le fil, j'ai compris que ce qui m'intéressait moi dans le voyage, c'était les gens. Et ça m'a donné l'idée du métier dans lequel je pourrais me reconvertir. Ça m'a donné une idée de la voie dans laquelle ça a été l'élément déclencheur et c'est comme ça que j'ai fait ce travail dans ma tête. Mais à cette époque-là, tu sais, je l'ai fait sans méthode, je l'ai fait un petit peu comme ça. J'allais te demander si tu t'étais fait accompagner justement? Non, non, non. J'ai fait ça toute seule et par contre, une fois que j'ai compris que les sciences sociales, bah, c'est ce qui me plaisait, j'ai donc repris une formation de 2 ans, hein, j'avais 48 ans à l'époque. J'ai soutenu mon mémoire, j'avais 50. Évidemment, j'étais pas la plus jeune. Voilà, mais c'était passionnant. À partir de ce moment-là, j'ai vécu que du
que de l'épanouissement, que de l'intérêt du travail quotidiennement, quotidiennement. Et lorsque j'ai découvert ce mal-être qui était dû aux erreurs de casting, ça a décidé du reste de ma mission de vie. C'est-à-dire que lorsque j'ai quitté cet observatoire social, ma mission de vie, c'est devenu faire en sorte que les individus n'acceptent plus des postes d'audit parce qu'ils auront compris que ce n'est pas pour eux. Donc, pour arriver à le comprendre, il faut comprendre ce pourquoi on est fait. Et c'est devenu ma mission de vie que chaque individu comprenne ce qui lui convient professionnellement pour pouvoir viser l'épanouissement, la réalisation de soi dans le travail et que ça soit pas une boule au ventre, que ça soit pas un carcan, que ça soit au contraire un lieu où on peut se dire tiens, je vais pouvoir faire de la belle ouvrage parce que ça me plaît. Et alors, quels conseils tu pourrais donner à nos auditeurs pour, justement réussir à trouver, sa propre voie? Moi, je crois qu'il faut d'abord se prendre en main. C'est-à-dire arrêter d'être réactif, d'attendre qu'il se passe quelque chose pour dire tiens, comment je vais m'en sortir. Non, moi je propose d'anticiper et de ne pas attendre qu'il arrive la tuile pour se dire est-ce que je suis employable. Non, c'est trop tard. Donc moi je pense qu'à l'inverse, il faut prendre, se connaître, anticiper et commencer par connaître ses compétences. Et pour ça, il y a des exercices. Moi, j'en parle dans mon livre, hein, Trouver le job de vos rêves. Il y a tout un chapitre qui est dédié à comment je trouve mes compétences, sans rester en surface, mais au contraire, en allant au plus profond et en suivant un pas à pas pour essayer d'être le plus possible exhaustif. Et tu sais, figure-toi que on a parfois des compétences et qu'on n'en est pas conscient. On le fait tellement naturellement qu'on comprend, on voit même plus que c'est une compétence. Voilà, il y aurait déjà, tu vois, ce travail à faire. Et moi, je préconise une méthode qui est simple et qui est pragmatique. C'est l'ikigai. Ikigai, ça veut dire la vie qui vaut la peine d'être vécue en japonais. Mais si tu le transposes au monde professionnel, ça devient le job qui vaut la peine d'être vécu. Ben, le job qui vaut la peine d'être vécu, c'est celui que tu sais faire, donc tu as les bonnes compétences, donc bye bye les erreurs de casting, hein, comme on disait, c'est celui qui te plaît. Alors l'audit me plaisait pas du tout, je pleurais tous les jours, donc c'est ça aussi, c'est comprendre ce pourquoi on est fait, qu'est-ce que c'est qui nous plaît, qu'est-ce que c'est qui fait sens pour nous, le comprendre au plus, comment on peut chercher un job dans lequel, si par exemple on a besoin de cadrage, comme on disait tout à l'heure, ben on va plutôt chercher des entreprises où il y a beaucoup de process, beaucoup de procédures, où le travail est très millimétré. Comme ça, on est tranquille. Si à l'inverse, on a besoin de beaucoup de liberté, ben c'est l'inverse. Il faut choisir un job où tu ne seras pas soumis à des procédures. Ça, c'est vraiment de la connaissance de soi et comprendre ce qui fait sens. Et le quatrième, c'est qu'est-ce que c'est qui va te permettre de gagner ta vie, parce que c'est autrement tu es bénévole, hein. Mais si tu veux pas être bénévole, il faut aussi trouver un métier qui te permette de gagner ta vie. Ben, c'est ça, les 4 ingrédients, de mon point de vue, qui permettent de se donner toutes les chances de s'épanouir dans son travail. Et si on est épanoui, ben, on réussit, tu sais. Et si on réussit, on est content de soi et on trouve du sens et tu vois, là, on enclenche une boucle vertueuse. Moi, j'ai eu l'occasion effectivement de découvrir l'ikigai, pour tout te dire dans une, soirée où j'étais un dîner privé où j'étais invitée, où il y avait, Muriel Pénicaud et Génial. qui m'a dédicacé, son livre, Pousser les murs et qui, a eu l'occasion de m'écrire, qu'elle m'invitait à découvrir mon ikigai. Ah ça, c'est drôle, hein. Et là, je me suis dit: «Ah, faut vraiment que je creuse» et depuis que j'ai creusé le sujet, effectivement, elle m'a fait un très beau cadeau ce jour-là. Voilà. Ah oui, oui, oui. Oui, je pense que, tu vois, alors, tu vois, dans l'ikigai, il y a ce que je viens de te dire, la représentation, sous forme de diagramme de veine et ça, c'est la représentation en occident, hein, c'est pas japonais ça, c'est typiquement occidental, mais l'avantage, c'est que c'est pragmatique, hein. Tu as un pas à pas à suivre, remplir tes 4 cercles. En revanche, ce qu'on peut garder
de cet état d'esprit de l'ikigai, c'est la sous-variante qui s'appelle le kodawari, c'est-à-dire toujours faire plus. Ce qu'on pourrait appeler aussi le growth mindset, l'esprit de développement. Toujours essayer de faire de son mieux et toujours essayer de faire plus. Et ça nourrit l'estime de soi, ça donne du sens à sa vie, ce souci permanent de s'améliorer. Ça, c'est quelque chose qui te donne envie de te lever tous les matins. Envie d'apprendre quelque chose de nouveau, envie de le faire mieux, envie de t'améliorer. Et ça te donne des milliers de petits aiguillons là qui tu sais, comme il disait Johnny, l'envie d'avoir envie. Ben c'est ça. Se surpasser, donner plus. Waouh, ça c'est extrêmement gratifiant. Bien sûr. Et j'entends parfois, alors je vais me faire un peu l'avocat du diable, j'entends parfois des gens qui disent oui, mais finalement, de chercher à se dépasser, à se challenger, à relever des nouveaux défis, c'est une manière encore de se mettre de la pression. C'est encore une manière finalement, c'est le moi toxique qui vient nous titiller en disant sois meilleure, sois excellente même, sois parfaite, etc. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Alors, moi, j'ai envie de répondre que, ce n'est pas soit parfait, c'est vraiment pas ça. On cherche pas la perfection, on souhaite agrandir personnellement. Et ça, pour moi, c'est pas une pression, c'est un plaisir. Donc, si d'autres le vivent comme une pression, je suis désolée pour eux, quoi. C'est que ça leur convient pas. Moi, je sais que pour moi, c'est un plaisir et c'est un aiguillon. C'est quelque chose qui me permet d'être bien dans mes baskets, quoi. À l'âge que j'ai, vu tout ce que je fais, c'est parce que j'ai toujours ce souci d'apprendre, de découvrir, de faire mieux, de grandir, ça maintient la pêche, hein, voilà, s'il y en a qui le vivent comme une pression, ben oui, effectivement, vaut mieux qu'ils arrêtent. Je te rejoins complètement. Je pense qu'en fait, tout dépend qui sous-tend l'envie, de se dépasser. C'est-à-dire que si on est sur, le plaisir de se développer et de s'enrichir de ses propres expériences et de la relation aux autres, je pense que c'est extrêmement sain. Si par contre on est dans, cette volonté un peu de compétition, avec soi-même ou avec les autres, on va dire, de passage en force, une forme de violence, effectivement, là, je pense que c'est simplement nourri par, une estime de soi finalement fragile, haute mais fragile. Je te rejoins totalement parce que si tu as besoin de te comparer aux autres pour t'aimer toi-même, c'est que c'est grave, hein. En fait, du moins, c'est dangereux. C'est très, 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 très dangereux. Oui. Il faut être content de ce que l'on a, de qui l'on est et se nourrir de comment on grandit soi-même à l'intérieur. Mais c'est pas en comparaison aux autres. C'est vraiment interne, quoi. C'est vraiment intérieur et personnel. J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce 4e épisode avec Cécile Banon. N'hésitez pas à me laisser un avis ou un commentaire sur les plateformes et sur LinkedIn. Ça me fera toujours plaisir et ça me permet d'adapter mon contenu à vos attentes et à vos besoins. Je vous dis à tout de suite sur le 5e épisode avec Cécile Banon dans le jeu du Tip Top, le jeu où je vais lui poser des questions encore plus personnelles. À tout de suite. Vous avez aimé cet épisode ? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.